Donc je reprends au niveau de la fonction trigger. Donc quels sont les paramètres qui permettent de régler un trigger d'oscilloscope? Eh bien, première information, c'est l'information de la source. Sur quel signal on va se repérer pour fixer un instant t égale 0. Dans le cas d'un oscilloscope de voix, on peut s'attendre à avoir la voix 1 ou la voix 2 comme source de référence. Si les deux voix sont affichées, il faudra choisir l'une des deux comme référence pour le trigger. Le type de déclenchement, donc sans rentrer dans les détails, là à l'heure actuelle le déclenchement se fait sur front. C'est le type de déclenchement le plus classique et je ne rentrerai pas dans les détails sur d'autres modes de fonctionnement dans cette vidéo. Et la troisième information qui apparaît dans le menu du trigger, donc en bas de l'écran, c'est l'information de pente. Alors en fait, il y a un élément clé qui intervient avant la notion de pente dans le fonctionnement d'un trigger. Donc dès lors qu'on a choisi une source de référence pour le trigger, le paramètre clé c'est le niveau de tension sur lequel on va considérer que l'instant t égale 0 se fixe. Donc le niveau de tension en question vient se régler avec cette molette ici. Donc on voit très clairement que lorsque t égale 0, donc t égale 0 ça correspond au centre de l'écran, la valeur prise par la sinusoïde est bien égale à celle prise par cette droite horizontale qui sert de niveau du trigger. Donc ce niveau sert à déterminer quel est l'instant t égale 0. Seulement voilà, on peut voir que pour un niveau de tension donné, on a deux instants possibles ici et là comme possibilité pour le t égale 0. Et c'est vrai pour n'importe quel sinusoïde, c'est vrai pour un signal triangle, c'est un peu moins vrai pour le signal carré, vu que c'est des transitions brutales, mais en zoomant fortement, un signal carré de toute manière, on passe par un continuum de valeurs, donc toujours est-il qu'on a deux instants possibles. La manière de discriminer ces deux possibilités, eh bien, c'est la notion de pente. En fait, le trigger va considérer comme instant t égale 0 l'instant auquel la valeur de la tension atteint la valeur de niveau et la franchit d'une certaine manière. Là, en l'occurrence, on a affaire à un franchissement à pente montante. Donc, on considère comme instant t égale 0 l'instant auquel la tension atteint la valeur spécifiée et la franchit en fait en montant. Donc c'est bien cet instant-là, alors que ici, la tension est la même, mais le franchissement se fait en descendant. Et donc bien évidemment, si on avait choisi l'autre, la trace n'aurait pas été la même. C'est ce qu'on peut vérifier ici. Le niveau de tension est le même, mais la pente n'est plus la même. Et donc l'instant t égale 0 correspond à cette forme d'onde précise. Alors on peut voir ce qui se passerait si on choisissait soit l'un soit l'autre. Donc en alternant, eh bien, on a les deux sinusoïdes possibles qui vont s'afficher à l'écran. Donc on n'a pas un affichage stable, on a deux solutions. Donc c'est généralement pas ça qu'on privilégie. Donc ça c'est le mode alterné. Le mode tous, là pour le coup on a la même chose mais pas de manière équiprobable. Apparemment le déclenchement se fait plus souvent en montant qu'en descendant. Ça c'est un point de détail, mais donc toujours est-il, il faudra privilégier les deux premières solutions, soit pente montante, soit pente descendante. Donc voilà comme paramètre de réglage du trigger. Premièrement, la source. Deuxièmement, le niveau de tension sur lequel on déclenche. Troisièmement, la pente de franchissement, en montant ou en descendant. Alors, un petit retour sur la notion de source. Donc, je vous ai dit qu'on peut s'attendre à avoir les deux voies affichables comme source, mais ce n'est pas les seules possibilités.
On a la voie 1, la voie 2, la voie externe. Donc la voie externe, c'est quelque chose que l'on retrouve sur la plupart des oscilloscopes. Les oscilloscopes de voie possèdent une troisième voie non affichable avec une BNC dédiée exclusivement à la fonction de trigger. Donc c'est cette voie qu'on appelle généralement EXT ou AUX pour auxiliaire. Et la dernière ligne importante, c'est ligne ou line. Et donc, qu'est-ce que c'est cette synchronisation line? Eh bien, tout simplement l'alimentation secteur. L'oscilloscope est relié au réseau électrique par une prise qui récupère une tension alternative 50 Hz. Et dans certaines applications, il peut être intéressant de se synchroniser sur cette fréquence réseau. Donc typiquement, lorsqu'on utilise des manips d'électrotechnique ou d'électronique de puissance connectées au réseau. Alors après, on peut trouver de multiples autres sources, et c'est particulièrement le cas lorsqu'on utilise des oscilloscopes type mixte, qui utilisent des entrées numériques également, et donc on peut parfaitement imaginer le déclenchement de l'affichage à l'écran de l'oscilloscope sur la base d'un événement numérique, la présence d'un code ou d'un front montant sur un signal numérique ou d'un front descendant, donc des déclenchements sur front ou sur niveau sur un fil ou un groupe de fils. Un dernier petit point de détail concernant l'utilisation du trigger de l'oscilloscope. Donc, comme je l'ai dit, le trigger a besoin de 3 paramètres pour être configuré: la source de déclenchement, le niveau de déclenchement et la manière dont le niveau doit être franchi pour déterminer quel est l'instant t égale 0. Mais donc un trigger mal déclenché, comment on peut arriver dans cette situation? Eh bien, tout simplement en faisant quitter l'intervalle des valeurs prises par la tension observée, en faisant quitter le niveau. Voilà. Donc lorsqu'on choisit un niveau de déclenchement supérieur à toute valeur prise par le signal d'entrée, voilà ce qu'on observe. Donc à savoir une sinusoïde qui balaye à l'écran de manière instable. De la même manière, si on choisit un niveau inférieur à toute valeur prise par le signal, là encore le trigger ne déclenche plus correctement. Donc voici un oscilloscope de marque Fluke qui a la particularité d'être de type combiscope, c'est-à-dire un oscilloscope qui allie les fonctionnements analogiques comme l'oscilloscope à tube cathodique qu'on a déjà vu dans la première vidéo et le fonctionnement numérique de l'oscilloscope Agilent que l'on vient de voir. Donc l'intérêt de cet oscilloscope, c'est qu'en fait on a la possibilité de passer d'un mode à l'autre de manière instantanée et d'allier les avantages de ces deux technologies. Donc au niveau de l'affichage analogique, on peut voir que la sinusoïde a une forme adoucie alors que on voit de légers créneaux sur l'affichage en mode numérique, ce qui est logique vu que la conversion analogique numérique se fait par créneau et donc il y a un phénomène de quantification du signal. Alors un avantage de l'analogique par rapport au numérique, c'est d'éviter un phénomène qu'on appelle aliasing ou repliement de spectre qui apparaît du fait de l'échantillonnage. Donc lorsqu'on observe un signal en analogique, on est certain de voir quelque chose de correct. Au pire, on voit un signal extrêmement tassé, on ne voit plus de forme d'onde réellement. Si la base de temps est mal choisie, il faut choisir une base de temps correcte pour observer un nombre limité de périodes à l'écran. Donc on pourrait se dire qu'en mode numérique, ça sera la même chose. Or, ça n'est pas le cas. Si on choisit une mauvaise base de temps, donc on voit un nombre de plus en plus élevé de périodes à l'écran, mais il arrive un moment où on voit des motifs anormaux
qui ne représente pas du tout le signal réellement présent à l'entrée de l'oscilloscope. Donc on voit des motifs faux qui sont des phénomènes liés au repliement de spectre. Donc un des risques du mode numérique, c'est d'avoir un affichage trompeur si la base de temps est mal choisie. Donc ça peut être illustré en théorie avec des formes d'ondes que je vais vous présenter. Par ailleurs, ce phénomène est parfaitement équivalent à ce que l'on peut observer avec l'effet stroboscopique. Si on utilise un éclairage clignotant pour observer un phénomène périodique, on peut avoir des phénomènes du même ordre, du style observer des gouttes d'eau tombées d'un robinet donc avec un éclairage stroboscopique, on peut avoir l'impression que les gouttes ralentissent, voire s'arrêtent et peuvent même remonter dans le robinet. Donc voici un complément théorique sur le repliement de spectre. Donc au travers d'une première image, on peut voir une situation où tout se passe correctement. On voit une sinusoïde relativement lente par rapport à la période d'échantillonnage. Donc on peut voir une période de sinusoïde avec 5 points échantillonnés sur une période de la sinusoïde. Et donc ces 5 points vont se retrouver sur les figures suivantes. Et donc la situation n'est plus du tout la même sur la deuxième figure. On peut voir donc en très fin une sinusoïde nettement plus rapide et donc il y a toujours 5 points à l'écran. Et donc si on relie les points entre eux, eh bien on observerait une sinusoïde de fréquence analogue à celle du premier dessin, alors que la sinusoïde réelle n'est plus du tout la même. Et cette situation se retrouve sur une troisième figure où la fréquence est encore plus grande, mais où les points relevés sont toujours les mêmes. Donc pour ces trois courbes en très fin, on observe la même chose à l'écran d'un oscilloscope numérique typiquement. Donc c'est ça le phénomène de repliement de spectre.